Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré à la dimension internationale des MS et MSc de Neoma Business School. Alors, pour répondre aux questions que vous avez déjà posées ou que vous allez poser sur les dimensions internationales de ces formations, nous recevons ce soir deux invités. Le premier invité, Lotfi Hamzi, qui est directeur des programmes post-graduate sur le campus de Reims, et Michel Moy, qui est professeur au département d'économie, de culture et d'art sur le campus de Rouen. Alors, messieurs, merci d'être présents et de bien vouloir répondre aux questions des internautes. Première question qui a été posée. Parce que vous avez de nombreuses formations, je crois que vous avez presque 15 ou 17 MS et MSc. La première question d'un internaute, c'est quelle différence finalement entre un MS, donc master spécialisé, et un MSc? Alors, bonsoir. Effectivement, cette question revient souvent. Un MS est un label de la Conférence des grandes écoles. Donc, par conséquent, c'est une formation qui est franco-française, je dirais franco-francophone, qui est reconnue d'abord en France, bien entendu, et puis dans certains pays francophones, tels que l'Afrique du Nord, tels que en Afrique noire. Et donc, c'est une formation en fait qui, par les critères de la CGE, permet de recruter des étudiants qui ont un minimum un bac plus 4 avec 3 années d'expérience professionnelle ou un bac plus 5. C'est un peu le cadre général. Le cadre général, effectivement, du recrutement. Un MSc, en revanche, est un programme qui est destiné toujours donc, à des publics voulant poursuivre en 3e cycle, mais qui ont juste un bac plus 4. Et par, je dirais, tradition, les MSc sont plus ouverts puisque la plupart sont faits en anglais. Ça, c'est une des différences, c'est que les MSc sont quasiment presque tous faits en anglais, alors que le MS reste dans sa langue française. Oui, tout à fait. Les MSc sont en général enseignés en anglais. Alors, pas gratuitement, pas pour le plaisir d'enseigner en anglais, simplement parce que ce sont des MSc qui sont orientés sur des disciplines, sur des aires du management qui sont elles-mêmes très fortement internationalisées, d'où l'utilisation de l'anglais qui semble tout à fait naturelle pour ces programmes. L'anglais est aussi une obligation compte tenu de notre recrutement, qui est un recrutement résolument tourné sur l'international. Alors, ce recrutement résolument tourné vers l'international est le même lorsque vous êtes sur un MS ou un MSc, ou alors évidemment il est beaucoup plus international quand vous êtes sur un MSc? Il est beaucoup plus international quand on est sur un MSc, puisque évidemment, si vous voulez, par voie de conséquence, c'est-à-dire que dans la mesure où le MSc est proposé en anglais, il est plus attractif et il a une cible beaucoup plus large en fait, une cible internationale beaucoup plus large qu'un MS qui exige, puisque la plupart des MS sont enseignés en français, qui exige un niveau de français élevé. Alors, on a une question de Martin sur la reconnaissance de ces diplômes dans le cadre de la structure de l'enseignement supérieur français, qui demande d'abord quel est le type de reconnaissance que ces formations ont dans le domaine de l'enseignement supérieur français, et il rajoute est-ce qu'on gagne des crédits ECTS avec ces formations? Évidemment. Oui, tout à fait. Donc, en termes de reconnaissance d'abord, donc comme je disais, un MS, label Conférence des grandes écoles, est reconnu en France et dans les pays effectivement qui sont dans le processus de labellisation auprès de la Conférence des grandes écoles. Je citerai notamment le Maroc qui est dans ce processus-là. Quant au MSc, c'est d'abord un programme qui est lié à l'école, qui le délivre. Donc, plus une école est reconnue internationalement, plus le MSc sera reconnu. Alors, je le rappelais en introduction, vous avez, je crois, 17 ou 18 MS, MSc sur des programmes très différents, donc c'est compliqué de répondre et d'intervenir sur ces 17. Il y a quand même des questions générales qu'on peut regrouper, et on a une question de Paul qui vous demande déjà, ces formations, on peut s'inscrire, est-ce qu'on peut s'inscrire dès maintenant et on peut s'inscrire jusqu'à quand? Les inscriptions, en fait, sont ouvertes à partir de janvier de l'année donc en cours jusqu'à septembre, dernier délai, début septembre, puisque la rentrée se fait mi-septembre. Donc, on fait une dernière session ultime pour les retardataires début septembre. Mais au fait, il y a une session mensuelle qui existe. Donc, les dates sont bien sûr communiquées sur le site à chaque fois de l'institution.
Alors, toujours une question de Paul, qui semble avoir bien compris que les MSC sont très internationales et qui vous demande dans les MS quel est le pourcentage d'étudiants étrangers. Il est très important. En fait, ces programmes, notamment, je citerai un programme en particulier qui est Analyse financière internationale, comme son nom l'indique, est de toute façon international, comme la finance. Et par conséquent, plus de 50% de nos étudiants sont des étrangers, qui sont principalement d'ailleurs venant de pays francophones, tels que l'Afrique noire, tels que le Maroc, tels que le Liban, etc. Qu'est-ce qui explique fondamentalement que quasiment tous les programmes de Neoma en postgraduate aient cette forte dominante internationale? Disons que d'abord c'est une volonté au départ, c'est une volonté d'orienter ces formations résolument, de les ouvrir résolument à l'international. Notre base de recrutement est structurée de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on recrute énormément à l'international. On sait aussi que c'est ce qui garantit la dynamique des programmes. Je vous donne un exemple, puisque je suis moi-même responsable de l'un des MSc, qui est le MSc in Global Management, qui, comme son nom l'indique, est lui, par nature, très international. Juste pour vous donner un exemple, cette année, nous avons 39 étudiants, 16 nationalités différentes. Donc vous comprenez à quel point le recrutement lui-même très international génère donc un groupe qui lui-même est très diversifié, très international, 16 nationalités pour 39 étudiants. Donc on crée une dynamique absolument extraordinaire. Donc on est au quotidien sur un terrain international, sur un terrain interculturel qui constitue toute la richesse de l'expérience pour les étudiants. Petite précision, le MSc est ouvert aux étudiants français. Complètement. Évidemment. Quel niveau d'anglais vous demandez à ces étudiants français qui souhaitent intégrer alors soit MSc, soit un MS, donc avec cette forte dominante internationale? Alors évidemment, on demande un niveau. Le plus simple, c'est de donner la preuve d'un niveau via les certifications les plus connues, type IELTS par exemple, hein, qui sont des certifications très standardisées, donc qui nous permettent d'avoir une idée très précise du niveau. Certains étudiants qui sont dans une logique de poursuite d'études passent un certain nombre de tests type GMAT par exemple, qui sont aussi des preuves de leur niveau d'anglais. Et enfin, tous les entretiens se font en anglais, ainsi qu'un questionnaire qui est également administré en anglais, qui nous permet aussi d'évaluer le niveau d'anglais à l'entrée. Sur un IELTS, je dirais que le niveau d'IELTS exigé pour une entrée en MSc est de 6 minimum. D'accord. Plusieurs internautes, et dont Paul, vous demandent si vous pouvez décrire brièvement les grandes familles de vos MS et de vos MSc, si tant est qu'on puisse les regrouper en familles d'enseignement. Oui, on peut facilement les regrouper en deux grandes familles, on va dire. Donc, famille, on va dire, finance, banque, et puis marketing, commerce, management. Voilà. Ça, c'est vraiment des grandes familles avec des sous-familles à l'intérieur. Moi, j'ajouterais, si tu me permets, j'ajouterais une catégorie qui est d'un côté généraliste et de l'autre côté spécialisé, avec des MSc qui sont plutôt généralistes. Ce n'est pas le cas des MS, puisque par définition, les MS sont spécialisés. Mais sur les MSc, je dirais qu'on a une famille de MSc assez généraliste. Donc, on en a 3 qui sont très généralistes, Master in Global Management, Master in Global Business, malgré la proximité des deux noms, ne sont pas les mêmes programmes, et le MIM, donc Master in International Management, qui sont vraiment des MSc très transversaux, assez généralistes. Et puis les autres qui offrent des spécialisations plus spécifiques. Bon, pour certains c'est évident, MSc in Supply Chain Management par exemple, MSc in Marketing French Excellence, qui sont, bon là, voilà, spécifiquement orientés sur des disciplines ou sur des comme je disais tout à l'heure, des aires, des domaines de compétences. Il y a une question sur un diplôme dont vous n'avez pas parlé, qui n'est pas forcément dans votre sphère immédiate, mais qui est le MBA, puisque Neoma propose aussi des MBA. Et on a une question, alors je ne sais pas si vous pouvez y répondre sur le MBA. Quelle est la différence de programme entre le programme MBA classique et l'exécutif, en dehors de la formule de temps?
Et pour le programme MBA général, quelles sont les conditions d'admission? Est-ce que vous pourrez répondre à cette question qui n'est pas exactement dans le cadre du MS? Tout à fait, mais effectivement, pour un MBA, on va dire classique, dédié à des jeunes cadres qui ont juste une petite expérience, en l'occurrence, donc en fait, on recrute avec 3 années d'expérience pour ce qu'on appelle le full-time. En revanche, pour l'exécutif, il faut une expérience beaucoup plus longue, beaucoup plus importante, minimum 5 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Donc, en fait, la différence fondamentale se situe au niveau de l'expérience professionnelle qui est exigée des candidats. Ce sont aussi des formations très internationales? Et c'est des formations très internationales. L'executive MBA, il est aujourd'hui fait à 50% en anglais, 50% en français. En revanche, l'international MBA, le full-time, lui, est fait entièrement en anglais. Et aujourd'hui, on est à peu près à 85% des publics dans le full-time qui sont des internationaux. Marion, je vous dis, toutes les écoles de commerce proposent des formations ouvertes sur le monde, des formations internationales. Finalement, en quoi les vôtres sont-elles plus internationales que les autres qui s'annoncent elles aussi internationales? Je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont plus internationales. En tout cas, c'est sûr, elles sont internationales pour plusieurs raisons. En fait, le caractère international de nos programmes se mesure de manière très, je dirais, très pratique. D'abord en termes de recrutement, on l'a dit, on l'a développé. Plus de 80% de nos étudiants dans les MSc en anglais sont des étrangers, des internationaux. La langue également, c'est l'anglais à 100% pour les MSc, à 35% pour les MS. Et puis après, pour la plupart des programmes, il y a soit un study tour qui est fait à l'étranger, je parle notamment d'analyse financière internationale ou Master in Finance. Il y a également des doubles diplômes qui sont faits avec des universités étrangères, notamment MSc in Luxury Management qui est fait avec Milan. Il y a également des professeurs qui sont étrangers, qui viennent enseigner sur des périodes bloquées, qui viennent enseigner chez nous. Et puis il y a la possibilité, pour certains programmes, de permettre à des étudiants de partir, effectivement, pour une plus longue période à l'étranger, chez des partenaires. Alors justement, puisqu'on parle de partir à l'étranger, Amine vous demande si, dans le cadre des MS, il y a beaucoup d'étudiants qui font leur stage à l'étranger. Oui, enfin, la plupart le font à l'étranger. La plupart... alors, en fait, pour les non-européens, dans les programmes, essaient en général de trouver des stages en Europe, pas nécessairement en France d'ailleurs. Donc, on a une forte répartition. Oui, on est à plus de 80% de nos stages qui sont faits à l'étranger. Oui. En dehors du territoire français, je veux dire. Et puis on finance, pour compléter, toutes les places financières européennes, que ce soit Luxembourg, Londres, etc., sont vraiment très intéressés par nos étudiants. Donc nos étudiants partent soit en stage, soit après pour être embauchés une fois qu'ils ont fini leur formation. Je voudrais me permettre juste d'ajouter une toute petite chose sur la question de Marie-Laure, parce que j'aime beaucoup cette question. En quoi les vôtres le sont plus, elles sont effectivement pas nécessairement plus internationales. En revanche, on connaît bien notre promesse et on connaît bien la promesse qu'on fait aux étudiants qui nous rejoignent. C'est-à-dire un environnement international, que ce soit, comme notre fille l'a souligné, par l'intermédiaire des professeurs, puisqu'on a une faculté fortement internationalisée aussi, depuis quelques années. C'est aussi, ça fait partie aussi du processus, c'est-à-dire que ces professeurs internationaux nous amènent aussi des visions du monde différentes, des façons d'aborder des problèmes de façon différente. Donc ce ne sont pas seulement les formations qui sont internationales, c'est aussi tout ce qui va autour qui est international. 30% d'étudiants étrangers internationaux sur le campus, c'est aussi ça qui fait l'internationalité, si je puis m'exprimer ainsi, de nos programmes. Alors, j'ai une question qui est pour vous, puisque tout à l'heure, en vous présentant, je n'ai pas précisé que vous étiez aussi responsable du pré-master international. Donc, on a une question de Thomas qui vous dit, si j'ai bien compris que le pré-master international permet de rentrer dans un des MSc, quel diplôme est souhaité, donc avec quel diplôme on peut intégrer, que sont les cours et est-ce une préparation au MSc? Alors oui, c'est clairement une préparation au MSc. On demande donc un bac plus 3 pour rentrer. Ça, c'est très clairement un bac plus 3 minimum pour pouvoir rentrer. En fait, ce sont des étudiants qui présentent un potentiel intéressant pour un MSc,
mais qui ont besoin de cette année intermédiaire, de cette espèce de SAS, pour pouvoir poursuivre sur un MSc. Alors, soyons bien clairs, l'International Pre-Master n'est pas un programme en soi. C'est-à-dire que c'est la première partie d'un programme qui se déroule en 2 ans, qui est composé sur la première année du pré-master et sur la deuxième année du MSc, du choix de l'étudiant. Est-ce une préparation finalement à l'année suivante? C'est une préparation à l'année suivante, complètement. Et qui sont vos candidats? Ce sont des candidats français? Ce sont des candidats Alors, étrangers? on a des candidats de tous horizons, des candidats français, on a des candidats internationaux aussi, beaucoup d'étudiants, beaucoup de candidats chinois, mais d'autres nationalités également, qui voient là une opportunité finalement, parce qu'on leur propose en fait un programme, en fait on pourrait presque dire que c'est un MSc en 2 ans, c'est-à-dire avec une année préparatoire et une année de MSc. Donc ils sont recrutés sur le MSc qui les intéresse. C'est-à-dire ce qu'on demande aux candidats, c'est de se projeter sur ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Bon, j'envisage de faire du marketing, j'ai un bac+3, je sais que je suis trop juste pour rentrer dans un MSc directement, je me positionne sur Marketing French Excellence et je passe d'abord une année en pré-master, année de pré-master qui va me permettre d'asseoir mes compétences managériales. Je vais passer en revue tous les fondamentaux de gestion, avec une grande différence notamment pour le public français, c'est que le programme est enseigné exclusivement en anglais, 100% en anglais. Donc, toutes les matières de gestion, y compris celles qui ont pu être couvertes dans le cadre d'un bac+3, devront être assimilées en anglais. Donc, ça demande une démarche mentale complètement différente. Et on est vraiment là sur une préparation. Donc on a tous les fondamentaux d'anglais, on a une forte proportion d'enseignement de langue, hein. On a 160 heures d'anglais sur l'année de pré-master, plus 60 heures d'une autre langue. Donc on est vraiment là sur un programme bien chargé quand même. Un programme chargé, oui. On a plusieurs questions sur l'alternance. On vous dit des programmes de ce style, et pas forcément référence à celui dont vous venez de nous parler, mais l'ensemble des programmes MS, MSc. On dit, bon, ce sont des programmes quand même qui sont assez chers. Peut-on les faire en alternance, qui est aussi un moyen de les financer, d'acquérir de l'expérience professionnelle en plus? Alors, pour des programmes full-time, c'est un peu compliqué, parce que les étudiants sont là pendant une période de leur cursus à 100%, donc ils ne peuvent pas aller en entreprise. En revanche, certains de nos programmes sont soit dédiés justement parce qu'ils sont faits en part-time, et ce sont nos programmes en fait à Paris, dédiés donc à un public qui soit est déjà en activité, ou un public qui souhaite par exemple entrer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, un contrat d'alternance, etc. Là, c'est tout à fait possible, envisageable. On a un seul programme qui fait l'exception, c'est Analyse financière internationale, qui est très concentré sur une première période qui va de septembre aux vacances de Noël. À Reims, là, effectivement, les étudiants sont là à 100%. Et à partir de janvier, ils sont à Paris ou ailleurs, mais ils ont un samedi tous les 15 jours de cours. Donc alors, ça leur permet justement de faire ça en alternance. Alors justement, une question d'Erwan au sujet de ce MS Analyse financière internationale, où il vous dit qu'il est prévu que cela puisse se faire en alternance, mais de ce fait, quelle est la part réservée à l'international, puisque effectivement on ne peut pas faire son alternance internationale. Et il parle aussi d'un study tour qui serait fait à New York, et il demande si c'est prévu dans les frais d'inscription ou si c'est quelque chose qui vient en plus. Alors, pour ce study tour, effectivement, est bien sûr inclus dans les frais d'inscription, mais ce qui n'est pas inclus dans les frais d'inscription, c'est les frais de voyage et de vie des étudiants qui doivent effectivement prévoir en plus. Ce qui leur revient à peu près à 1 000 1 500 €. Ça dépend s'ils s'y prennent à l'avance pour réserver notamment leurs hôtels et autres. Et sur la part de l'international au sein de ce cursus? Donc déjà, 35% des cours sont en anglais, obligatoirement. La part de l'international se mesure aussi au niveau des certificats qui sont liés à ce MS, notamment le CFA, qui a effectivement une certification internationale, Bloomberg et Reuters. On vous demande ce que vous enseignez dans le Master in Marketing French Excellence. Je ne sais pas qui répond sur cette question. Moi, je peux répondre. Enfin, je t'en prie. Je compléterai. D'accord, très bien. Alors, Marketing French Excellence, bon, son nom est quand même assez évocateur. Donc, c'est un MSc qui est très orienté sur les domaines dans lesquels la France excelle encore. Et il y en a de nombreux. Les nouvelles technologies, le luxe notamment. Donc, c'est un programme assez complet en marketing, donc qui propose vraiment
d'aborder toutes les techniques du marketing, mais avec un focus toujours sur les spécificités françaises. Voilà. Voilà. Et qui est fait au fait en association avec plusieurs entreprises dans plusieurs domaines de spécialité, comme disait Michel, donc les domaines d'excellence de la France. Donc ça peut être au fait dans des domaines agricoles, comme ça peut être dans le domaine industriel, comme le domaine touristique, etc. Donc tous les domaines dans lesquels la France excelle, et des entreprises sont nos partenaires dans ce programme, donc ils viennent au fait à la fois enseigner, mais également témoigner de leurs expériences auprès des étudiants. C'est clair. Paul vous demande combien d'heures de cours représente la formation et est-ce que cela permet de travailler à côté? Alors, je suppose que la réponse est variable en fonction peut-être des formations. Un MS ou un MSI aujourd'hui compte à peu près 520 heures. 420 heures. Donc, ça laisse bien entendu aux étudiants la possibilité de travailler, en sachant encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des périodes très intensives où effectivement on demande un travail très fourni aux étudiants. Donc, je pense que là, travailler, ça me paraît un peu difficile, sauf à envisager le week-end ou le soir, éventuellement. Et on a certains étudiants qui font ça. Mais à partir de février, mars, avril pour certains masters, là, ils sont effectivement en préparation de leur mémoire ou en stage. Donc, en stage, ils n'ont pas besoin de travailler. En préparation de mémoire, ils peuvent effectivement allier ça avec Je suis d'accord. D'octobre à avril, globalement, d'octobre à avril, il est raisonnable de ne pas prévoir de travailler à côté. Parce que ce sont quand même des programmes très exigeants qui demandent une mobilisation très forte. Il y a énormément de travaux de groupe, énormément de choses à rendre. On les met volontairement. Voilà, ça fait partie de la formation, c'est-à-dire les mettre dans des environnements où il y a de la pression, où il y a des échéances très courtes. Ça fait partie aussi de la formation. Et donc, je pense que, enfin, moi, je dirais qu'il est prudent de ne pas travailler à côté. Voilà. Petite question sur les campus. On vous demande comment choisit-on les campus? Est-ce qu'un master peut être fait sur plusieurs campus ou alors est-ce que chaque master est affecté à un campus? Oui, on a résolument choisi effectivement cette deuxième option, à savoir que les masters ou MS-MSI sont affectés à des campus. C'est historique chez nous, donc en fait, c'est en fonction de la création du master dans tel campus, donc les masters sont restés rattachés à leur campus respectif. On peut rappeler que Neoma étant issu de la fusion de Reims et Rouen, vous avez évidemment un campus à Reims, évidemment un campus à Rouen, mais vous avez aussi un campus à Paris. Exactement. Et ce qui est fait à Paris n'est pas fait à Reims et à Rouen. Absolument. Donc on a choisi depuis 6 ans maintenant de mettre des programmes à Paris, mais qui sont dédiés plus à des cadres en activité, et qui sont donc des programmes part-time. En revanche, tout ce qui a existé avant à Rouen est resté à Rouen, et tout ce qui existait à Reims est resté à Reims, en sachant que la fusion a permis aussi, on va dire, de mettre un peu d'ordre dans le portefeuille global, et notamment de fusionner certains programmes qui existaient auparavant dans les deux campus. Alors c'est vrai pour les programmes postgraduate. Alors c'est pas forcément vrai pour les autres programmes où on a certains programmes qui sont communs aux deux campus où on peut choisir, mais là, mais pas dans les MS et MSI. Voilà, ils sont rattachés à un campus. Julie vous demande quels sont les critères d'admission dans les MS. Voilà, qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce qu'il faut des lettres de recommandation? Est-ce que vous regardez les dossiers de scolarité pour autant que ça puisse se faire? Tout ça est important, bien entendu. Donc, on demande bien sûr, il y a un dossier qui se fait en ligne où on demande effectivement à l'étudiant de se présenter, de dire ce qu'il a fait, de fournir effectivement ses notes, ses bulletins, 2 lettres de recommandation et surtout, faites un projet. Pourquoi tel ou tel MS ou MSI? Parce que c'est ça le plus important, finalement, pour un étudiant qui veut se spécialiser, qui veut aller vers le marketing, qui veut aller vers le luxe, qui veut aller vers la finance. Il faut que ce soit cohérent et qu'il y ait un projet professionnel très clair. Donc, on leur demande effectivement de préparer tout ça dans un dossier. Et une fois qu'ils ont franchi cette première étape de sélection, ils viennent devant un jury. Et là, ils doivent également défendre leur projet. Et bien entendu, des questions techniques peuvent leur être posées par le jury. Alors justement, puisque vous parlez de projet, vous avez de très nombreuses formations. Et Julie vous demande, est-ce qu'il est possible de venir avec un projet professionnel et que vous puissiez faire un accompagnement à travers les formations que vous proposez? C'est-à-dire par rapport à un projet professionnel qui peut être assez précis, dire, ben voilà, c'est plutôt tel master ou plutôt tel MSI qui est... ça, c'est ce que vous pouvez faire. Oui. Oui, alors oui, enfin c'est vraiment là on est
on est au cœur d'un sujet vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où on a l'étudiant devant nous, on est là évidemment pour évaluer son potentiel et sa capacité à intégrer le programme qu'il vise, mais on est là aussi, effectivement, il nous arrive parfois de dire, vous savez, vous, compte tenu de votre projet, qui est tout à fait intéressant, etc., nous aurions tendance à vous proposer plutôt telle formation que telle autre. Vous vous êtes positionné, et on comprend pourquoi, sur telle formation, mais allez voir aussi, réfléchissez. Parfois, on peut proposer un deuxième entretien en invitant les gens à réfléchir sur leur projet, parce qu'il nous semble qu'ils pourraient, qu'ils n'ont pas forcément choisi le programme qui colle le plus à leur projet. Voilà, parfois parce qu'on n'intègre pas forcément tous les éléments dans sa réflexion. Donc on est là aussi pour ça, bien sûr. Enfin, ça fait partie aussi de notre travail, de les orienter. Et ça, à partir du moment où ils sont dans nos prospects, enfin, ils ont de notre part des retours, des conseils. Bien entendu, ça fait partie. Nous considérons que ça fait partie de notre mission. Sur la partie internationale, vous avez beaucoup parlé du recrutement d'étudiants internationaux, des cours qui étaient en anglais, de tout l'enseignement. On n'a pas forcément parlé des partenaires que vous aviez internationaux. Et on a François qui vous demande, alors c'est un peu compliqué parce que c'est pareil, avec les 17 formations, le sujet est vaste. François vous demande, avez-vous des partenariats avec les écoles étrangères? On suppose que oui, et si oui, lesquels? Alors, les partenariats avec les écoles étrangères et les universités étrangères ne sont pas toujours liés uniquement à un programme particulier. C'est des partenariats d'institution à institution. Donc aujourd'hui, on a plus de 140 partenaires internationaux, académiques internationaux. Alors, pour parler maintenant d'un exemple concret, hein, je prends encore une fois le MSc in Luxury Management. Notre partenaire, c'est le Polytechnico di Milano, où les étudiants passent 4 mois chez nous, 4 mois à Milan, donc 4 mois à Reims pour être précis, 4 mois à Milan, et après ils font leur mission en entreprise et leur travail de recherche. Donc là c'est carrément un double diplôme. Et ce partenariat couvre l'ensemble des continents? Alors oui. Enfin, ces partenariats, pardon. Oui. Alors, je peux simplement donner 2 autres exemples sur deux MSc sur le campus de Rouen. Le MSc in Global Management encore. Donc, où nous avons développé un partenariat avec l'université de Nankai en Chine, qui par ailleurs est le partenaire avec lequel nous avons monté notre Institut Confucius, qui est le premier Institut Confucius orienté business en France. Excusez-moi, qu'est-ce que l'Institut Confucius? Alors l'Institut Confucius, là on sort un petit peu du sujet, mais encore que non, parce qu'on est vraiment dans l'international. L'Institut Confucius est à la Chine ce que les alliances françaises sont à la France, c'est-à-dire c'est l'organe qui permet la promotion de la langue et de la culture chinoise à l'étranger. Et donc c'est une émanation du ministère de l'Éducation chinois, donc qui a un bureau spécifique chargé de l'implantation. Donc il faut monter un dossier, et on doit monter un dossier forcément avec un partenaire chinois, une université chinoise. Donc il se trouve que nous avons monté ce partenariat avec Nankai, l'université de Nankai qui se trouve à Tianjin, au nord de Pékin, à 1 heure de Pékin. Avec qui nous avons des relations de partenariat depuis longtemps. Et donc, l'une des premières choses que nous avons montées ensemble, c'est justement un partenariat sur le Master in Global Management, qui permet aux étudiants qui le souhaitent d'aller passer 10 semaines à Nankai, donc pour se familiariser donc avec un programme très customisé qui permet d'avoir une formation une ouverture sur les réalités économiques et business de la Chine. Donc ça, c'est un partenariat que nous avons développé. Nous avons aussi développé un partenariat avec Universidad de los Andes à Bogota, en Colombie, pour le MSc in Global Management, qui permet aussi d'aller passer, de faire un séjour là-bas. Universidad de Chile aussi, qui permet la même chose. Et puis, il y a ce Master in Global Business, qui est un master tricontinental, qui permet aux étudiants de passer 3 mois à l'université de Victoria au Canada, 3 mois en France et 3 mois en Corée. Voilà. Donc ça répond à la question des partenariats sur les différents continents. On a Jonah qui vous demande si l'un d'entre vous a fait un MS ou un MSc pendant ses études. Moi j'ai fait un MBA, donc
master, mais voilà. On a beaucoup Pas parlé. moi. On a parlé de programme, on a parlé de pédagogie. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé qui est l'insertion professionnelle après les MS. Qu'est-ce qu'on devient après avoir fait MS? Et on a deux questions à ce sujet. La première question d'une internaute qui vous demande, qui vous dit voilà, moi je souhaiterais poursuivre jusqu'au PhD. Est-ce que c'est possible après un MS? Une autre question d'un étudiant qui poursuit actuellement ou qui va finir un master dans une école de commerce et qui hésite éventuellement à faire un MS et qui dit est-ce que pour un recruteur, quand on a déjà fait un master dans une grande école de commerce, est-ce que se rajouter un MS, c'est pas un signe d'indécision, d'immaturité, voilà, du fait qu'on n'a pas de projet précis? Et moi j'en rajouterai une troisième. Voilà, que deviennent vos diplômés après? Est-ce qu'ils partent beaucoup travailler par exemple à l'international puisque vous avez cette forte dimension internationale? Voilà, donc ça fait 3 questions en une. Je commence? Vas-y, je t'en D'accord. prie. Alors pour répondre donc à la première question, peut-être de la possibilité de poursuivre un PhD une fois qu'on a fait un MS ou un MSc. Ce n'est pas la voie naturelle, je dirais, voilà, tout simplement, mais ce n'est pas impossible, à condition bien entendu de faire un travail qui soit de qualité dans la rédaction de la thèse professionnelle ou du mémoire pendant l'année du MS-MSc. Il est clair que si on parle en termes de critères classiques du doctorat français, ce n'est pas possible. L'université n'accepte pas un étudiant qui a fait un MS ou un MSc qui n'a que ça comme troisième cycle, de poursuivre en doctorat universitaire. En revanche, aujourd'hui, les écoles développent leur propre PhD et là, c'est tout à fait envisageable. D'accord. Donc, la deuxième question était la perception du master spécialisé par les recruteurs, le fait de poursuivre, de se rajouter une 5e année, une 6e année d'ailleurs. Là, j'ai envie de dire à cet internaute, j'ai envie de lui dire, voilà, tout dépend de votre projet. Voilà, s'il a un projet, s'il est en train de monter un projet dans lequel il intègre la formation, le MS, comme étant une nécessité de se spécialiser dans un domaine bien spécifique, parce qu'il sort d'une formation beaucoup plus généraliste et qu'il a besoin d'avoir une spécialisation, alors ça se justifie. Mais poursuivre pour poursuivre, en effet, ça n'a pas forcément... Ça peut être un critère de sélection pour vous, le fait d'avoir un étudiant qui vient juste poursuivre pour poursuivre, son véritable projet, juste pour rajouter une année dans son cursus. Pour vous, c'est un critère qui peut jouer peut-être défavorablement dans le recrutement? C'est-à-dire, je pense qu'on lui recommanderait plutôt d'explorer d'autres voies possibles. Plutôt que de faire ça, enfin ajouter pour ajouter. Vous avez tout à l'heure une personne qui a souligné le coût des formations. Mais oui, ce sont des formations qui coûtent cher. Donc voilà, nous ce qu'on a quand même tendance à dire aux étudiants, c'est qu'il faut mettre tous les éléments, il faut rassembler tout ça. Il faut vraiment, dans son analyse, il faut mettre tout sur la table, y compris l'incidence financière que ça représente, parce que c'est une incidence financière forte. C'est un investissement important. Alors, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce live. Que deviennent vos diplômés MS? S'intègrent-ils rapidement sur le marché du travail? On va dire, s'intègrent-ils plus rapidement qu'un diplômé classique de grande école? Et est-ce qu'on retrouve cette dominante internationale, soit dans les fonctions qu'ils occupent, soit dans les postes, soit par le fait qu'ils partent à l'étranger dès leur première vraie expérience professionnelle? Clairement, oui. Déjà, donc, on a une bonne partie d'étudiants qui partent à l'étranger, notamment dans la finance, mais aussi dans le marketing. Les destinations, souvent, c'est les États-Unis, c'est aujourd'hui de plus en plus la Chine, c'est l'Angleterre, c'est le Luxembourg pour la finance, comme je disais, la Suisse également. On a aussi, parce que quand on dit master international, ça veut dire qu'on a des étudiants internationaux qui viennent en France et qui s'installent en France pour travailler pour une première expérience professionnelle. Là aussi, on a même développé un service pour les aider à s'installer parce que c'est le parcours du combattant en termes de carte de séjour, etc. Donc voilà, nos étudiants français qui font des programmes MS, MSI partent à l'étranger. Je dirais qu'il y a à peu près 20% d'étudiants qui partent. Il n'y en a pas plus parce que voilà, les étudiants français continuent à vouloir travailler en France, ne serait-ce que pour une première expérience. Et puis des étudiants étrangers qui s'installent en France, il y en a un peu plus, beaucoup plus même. Il y a à peu près 50% d'étudiants étrangers qui viennent faire un master et qui restent en France. Donc indirectement, vous répondez à la question de Roberta qui vous demande est-ce que l'investissement vaut la peine?
Oui, parce que je ne crois pas dire de bêtises en disant que sur la globalité, en moyenne, on est à peu près à 70% des étudiants qui trouvent leur premier poste dans les 6 mois qui suivent le diplôme, Tout à fait. près. Oui, oui. Beaucoup trouvent même avant, c'est-à-dire que le stage qui se situe à la fin de la formation est un véritable tremplin et se transforme en poste. Travail. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et puis effectivement, donc une forte internationalisation, Oui. à nouveau par essence, sur certaines formations. Dernière question, parce que finalement on a peut-être suscité une inquiétude en parlant de ce projet professionnel très précis, puisqu'on a une internaute qui nous dit, oui mais si je n'ai pas un projet professionnel très précis, est-ce que je peux quand même postuler à l'une de vos formations? Elle peut postuler, évidemment. Qu'est-ce qu'on entend par projet professionnel? Il faut être clair là-dessus. On ne va pas lui demander de nous dire demain, je vais travailler dans tel poste et je sais exactement en quoi ça consiste. Mais au moins, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de savoir vers quelle direction ils vont et qu'il y ait un minimum de cohérence. Quelqu'un qui, par exemple, a fait de la musique toute sa vie, je prends un exemple extrême, et qui nous dit demain je vais faire de la finance alors qu'il n'a aucun background en finance et qu'il ne sait même pas vers quoi il veut s'orienter demain, voilà quelqu'un, effectivement, à qui on dira vous vous êtes trompé de voie. En revanche, quelqu'un qui vient en disant j'hésite encore, je ne connais pas encore très bien, mais je sais que je voudrais être analyste financier ou je voudrais travailler dans le luxe, bah, très bien. On l'aidera et l'année qu'il passera chez nous lui permettra justement de mieux se découvrir, de mieux connaître le domaine vers lequel il veut s'orienter. Et effectivement, on est là, aussi bien les professeurs que les équipes, parce qu'il y a aussi des services relations entreprises qui sont là pour orienter l'étudiant, à la fois pour sa recherche de stage, mais également pour la recherche d'emploi après. Personnellement, je n'aime pas tellement le terme projet professionnel, oui. Parce que je ne suis pas sûr que tout au long de sa vie, un projet professionnel, c'est aussi quelque chose qui peut nous enfermer dans un domaine. Alors que finalement, quand on regarde, nos vies professionnelles sont quand même faites d'opportunités, de questions auxquelles on n'a pas forcément trouvé de réponse, donc on a trouvé d'autres voies, etc. Moi, ce que j'attends surtout des étudiants, ce que nous testons beaucoup, c'est un projet construit, c'est-à-dire un effort de construction d'un projet. C'est-à-dire, voilà, c'est pas juste pour rajouter une année, mais voilà ce que je compte faire du MSI ou du MS sur lequel j'ai envie de m'engager. C'est vraiment ça. Je pense que votre réponse lèvera les quelques inquiétudes, si tant est. J'espère. Qu'il y en a eu sur le projet professionnel. Messieurs, ce live arrive à sa fin. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes et de la rédaction. Bonsoir, merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.